Épisode 6, c'est parti. Bonjour. Alors, je vais vous rendre votre travail, le paragraphe argumenté, qui veut distribuer ces... Alors, faites attention à l'intérieur, il y a une section qui correspond à l'évaluation, les propositions d'évaluation. Donc, je vais évoquer les différents paramètres. Attends, il y a un barème là Ouais, qui est... tu- Un barème ici. Un barème. Un barème ici. Alors, apparemment, Olta n'a pas l'air d'être présente. Elle est absente ou... Du coup, je voulais. Qui prend pour Olta? Après, si je suis mon plan de salle meilleur Joseph. Ah oui, bah peut-être, ouais. Et puis, Narek qui était là ce matin, vous savez pas... Il était là. Il était là? Avant, il était là. Il était présent au cours d'avant. Ah ben, il faudra arriver en même temps que vos camarades parce que j'étais en train de... On était en scolaire. Pardon? On était en vie scolaire. Ah bon? Pourquoi je suis pas... Merci. Ah, Narek, si tu t'installes là-bas, c'est pour travailler ou pour discuter? Pour aider, c'est parce que vous voyez, la vie qui faut expliquer. Ben... Il faut aider. Sinon, elle va pas progresser. Je pensais que vous étiez d'affaires. J'ai vu qu'ils rigolent quand on leur faire direct, quoi. Alors, est-ce que... Donc, si tout le monde a sa copie, si vous avez regardé les commentaires, je vais m'intéresser maintenant à la correction de ce travail. Alors, d'abord, il faut utiliser
bien lire les documents et voir comment les exploiter. Certaines notes sont très bonnes, par contre, il y a des choses qui manquent dans d'autres copies, ce qui explique qu'il n'y a pas forcément tous les points donnés sur 20. Alors, d'abord, le premier document. Pourquoi je voudrais bien par contre que vous écoutiez. Pourquoi ce premier document était donné? Que faisait Voltaire à Sénone dans la bibliothèque de Don Calmet? Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que Voltaire est connu sur les pamphlets qu'il pouvait faire. Il était tellement acerbe qu'il a dû fuir la France pour aller se réfugier en Angleterre. Et quand il est à la fin de sa vie, il n'était plus en France non plus. Il était en Suisse, où il avait trouvé refuge. Donc, Voltaire, curieusement, a l'air de remercier Don Calmet, alors qu'il ne partage pas du tout son point de vue. Alors, pourquoi est-il content de son séjour à Sénone, en Lorraine? Tout simplement parce qu'il a pu accéder à la bibliothèque de Don Calmet. Don Calmet est un personnage extrêmement important pour la Lorraine. Il a écrit une histoire très complète de la Lorraine, mais il a surtout aussi écrit une histoire de l'ensemble des connaissances de son époque. Et je ne sais pas si vous savez, il a écrit un livre, par exemple, sur les vampires. Alors, pourquoi Don Calmet écrit-il un livre sur les vampires? Tout simplement parce que, en lisant toutes les informations qu'il y a sur l'Europe, il s'aperçoit que du côté des Carpates, il y a soit des légendes, soit des faits avérés qui évoquent ce problème de vampires. Alors, il n'était pas le seul. Des personnages qui ont écrit des ouvrages de référence dans le domaine des techniques évoquent ces problèmes pas de vampires, mais par exemple de gnomes, de nains dans les mines. On parle de petits êtres comme ça qui existent sous terre, oui. Voltaire, pourquoi il écrivait sur les vampires? Ah non, c'est Don Calmet. Ah, pardon. Donc Calmet écrit parce que là-dessus, parce qu'il veut recenser toutes les connaissances de l'époque. Alors, sont-elles vraies ou pas? Il les relate. Simplement, nous, ça nous ferait sourire actuellement d'évoquer ce problème-là de vampires. Mais dans d'autres documents, on retrouve exactement ce genre d'anecdote. Dans les civilisations du nord de l'Europe, les Vikings, il y a bien des dieux qui vivent sous terre. Chez les Grecs, il y avait la même chose. Donc c'est simplement, on reprend des idées. Sauf que Voltaire, lui, va commencer à faire un tri là-dedans. Mais malgré tout, il a besoin d'accéder à cette bibliothèque. Donc ici, c'était simplement, le premier document, c'était pour montrer que l'information, elle existe, les textes existent, il faut, quand on a besoin de sources, on va les consulter. Vrai ou pas, ces sources existent. Le deuxième document, qui a été écrit bien après, évoque le problème de cette idée que, au cours des siècles, la notion de géocentrisme a perduré et on continue à se référencer à cette théorie selon laquelle la Terre est au centre de l'univers. Alors qu'il y a quand même pas mal de choses qui vont contredire cette théorie. Le troisième document, on retrouve à nouveau une relation à Don Calmet, où Don Calmet explique la théorie géocentriste en prenant les textes écrits vers le IVe siècle après Jésus-Christ. La Bible a été écrite bien avant, Don Calmet reprend toutes ces informations, essaye de mettre ça en clair,
Et il explique que cette théorie du géocentrisme, elle est intéressante parce qu'elle simplifie la compréhension des gens du peuple. Peut-être que pour les intellectuels, l'héliocentrisme c'est bien, mais pour le peuple, autant leur laisser penser que c'est bien le Soleil qui tourne autour de la Terre. Est-ce que vous avez des questions sur ces trois textes? Ou des remarques? Non? Alors maintenant, les autres documents. Parce qu'en fin de compte, ça c'était pour replacer un petit peu. Non, je ne sais pas si je l'ai ici. Fermé. Non. Donc, dans votre introduction, vous deviez introduire cette notion de géocentrisme et d'héliocentrisme et tout axer votre réflexion autour de l'influence de Madame du Châtelet. Donc, là, on a maintenant des documents sur Madame du Châtelet. Déjà, certains ont commencé par évoquer la gravure qu'il trouve ici. Newton, qui a écrit qui a plutôt développé sa notion sur la gravitation universelle, a bouleversé cette notion de géocentrisme. Elle n'est plus valable dans la théorie de Newton, c'est bien le Soleil qui est au centre. Galilée l'avait déjà vu, donc ça peut être dans les rappels que vous aviez fait, mais il fallait forcément parler de la gravitation et du rôle de Newton. Et à l'époque où Voltaire et Émilie du Châtelet écrivent ceci, il n'y a plus aucun doute sur cette notion d'héliocentrisme. Mais il faut montrer le rôle d'Émilie du Châtelet. Donc, avec son miroir, en prenant les idées de Newton, parce qu'elle ne revendique pas, elle, cette idée de gravitation universelle, elle va chercher chez Newton sa théorie, et pouvant expliquer mathématiquement la théorie de Newton, va aider Voltaire, qui est en réalité un écrivain et pas du tout un physicien. Et donc, Voltaire va pouvoir diffuser en français dans l'ensemble de l'Europe, parce que le français à l'époque est la langue de communication de toute l'Europe, c'est plus le latin. Donc, Voltaire va pouvoir expliquer ce qu'est la gravitation, et notamment, c'est là qu'on trouve l'idée de la pomme qui tombe. Ça vient de Voltaire, de cette idée de dire que la pomme, et tous les dessins que vous voyez avec une pomme qui tombe sur la gravitation, ça a été diffusé par Voltaire. Madame du Châtelet a les capacités intellectuelles pour non seulement exploiter les textes en latin, mais en plus de ça, reprendre les travaux de Newton, les travaux mathématiques de Newton, et puis éventuellement de les corriger s'il y a des erreurs de mesure. Donc il faut les citer ce document. Il faut les évoquer la partie du document 5, parce que non seulement elle va reprendre les calculs mathématiques de Newton, mais elle veut surtout que ces calculs soient accessibles à tout le monde, et notamment donc à son fils. Donc c'est des livres. Donc, elle va expliquer ça aux adultes, mais elle veut surtout l'expliquer aux enfants, la notion de gravitation. Et donc, c'est pour la scolarisation des enfants, l'école, que Madame du Châtelet est aussi connue. Maintenant, dans le document 6, pourquoi ça apparaît? Parce que si vous regardez l'histoire de France, Madame de Graffigny n'y joue pratiquement aucun rôle. Elle est importante pour la Lorraine parce que elle participe à l'activité culturelle de cette époque. Nous sommes au siècle des Lumières, c'est vrai, mais ce qui était intéressant de voir ici, c'est qu'il y a une concordance du lieu et du temps entre Madame de Graffigny, donc Calmet, Voltaire, et puis donc Madame du Châtelet. Alors, certains ont bien réussi à combiner l'ensemble, d'autres, dans beaucoup de documents, il manque la référence au document 2 sur le fait que, actuellement, malgré tous les textes qui ont été publiés depuis 2000 ans, on continue
certaines personnes continuent à penser que c'est bien le Soleil qui tourne autour de la Terre, ce qui est en contradiction avec toutes les observations. Ce qui est étonnant, c'est que les gens qui pensent que c'est la Terre qui est au centre, continuent à utiliser Internet alors qu'Internet ne peut fonctionner que grâce aux satellites qui tournent autour de la Terre. Il y a bien les câbles sous-marins, mais actuellement on essaye de faire d'avoir Internet par satellite, donc d'envoyer dans l'espace une flotte de satellites, une constellation de satellites pour pouvoir diffuser Internet, que les hommes observent la Terre depuis l'espace, et il y a toujours des gens qui pensent qu'il y a un complot qui date d'une époque extrêmement ancienne, parce que le premier responsable de l'héliocentrisme, c'est Copernic. Donc Copernic aurait participé à ce complot, suivi quelques années après de Kepler et de Tycho Brahe. Le plus virulent là-dedans, ça serait Galilée, qui commence à montrer vraiment que, par des arguments faux, que l'héliocentrisme pourrait exister. Quant à Newton, là c'est le summum de la mauvaise foi avec sa loi de la gravitation. Comment après expliquer que Voltaire et Madame du Châtelet aient participé à ce complot? Ça me paraît déjà un peu difficile. Et on arrive maintenant à une époque où on ressort cette idée de complot. Ceci devrait vous amener à penser que ces théories du complot se diffusent dans pas mal de domaines, dans pas mal de sujets d'actualité. Dans le barème, il y a une autre chose que j'ai notée, donc il faut citer les documents. Et il y avait une petite remarque sur Descartes. Vous êtes très peu à avoir utilisé la référence à Descartes. Je pense que vous connaissez l'esprit cartésien. Non, vous avez déjà entendu parler de ce terme? Donc, on dit que les Français sont cartésiens. Descartes est à l'origine donc d'outils mathématiques comme sont qu'on utilise en trigonométrie. Et lui, n'était pas contre l'héliocentrisme, mais par contre, il pensait que les planètes, le moteur de rotation des planètes, c'était des tourbillons. Des tourbillons entraînaient les planètes. Et bien entendu, il s'est opposé à Newton. Mais à cette époque-là, les physiciens, les intellectuels de l'époque, ayant affaire à deux théories, ont essayé de vérifier laquelle des deux était la vraie. Et je vous ai dit que quand on a évoqué le système métrique, c'est parce qu'on a envoyé deux expéditions à Laponie et au Pérou, que là, les idées de Newton se sont imposées. Donc, pour Descartes, c'était difficile de concevoir ce mouvement des planètes. Pour les anciens, c'était Dieu qui faisait tourner les planètes, ça c'est logique, si on croit en Dieu. Si, pour Descartes, c'était des tourbillons, mais il n'explique pas ce que sont ces tourbillons. Et il y a quelqu'un qui a voulu, au début du XXe siècle, expliquer la présence de ces tourbillons. On n'avait pas... Si les lois de la gravitation étaient connues, ça ne posait pas de problème. Comment arriver à trouver le moteur? Et donc, il y en a un qui cherche, il s'appelle Albert Einstein, et il va essayer de faire des hypothèses sur la présence de cet éther. Il essaye de faire des expériences, et bien entendu, il va échouer dans ses expériences. Par contre, il va trouver autre chose, et c'est la théorie de la relativité. Alors, ce qu'on peut retenir de ce travail, c'est que dans le domaine de la physique, on fait des hypothèses, on fait des expériences. Si deux théories s'opposent, on essaye de vérifier expérimentalement, ou par calcul, ou par des modèles mathématiques, s'il y en a une des deux qui convient. Si ce n'est pas le cas, c'est les deux qui s'appliquent. Et par exemple, pour la lumière, c'est le cas. Il y a
une théorie ondulatoire, une théorie donc liée à la matière, et les deux, quand on se donne les outils mathématiques pour les expliquer, ben, convergent. Est-ce que vous avez des questions sur votre travail? C'est bon? Alors, on revient donc maintenant au chapitre chapitre 11 de votre livre, c'est sur le son. Alors, le plan est assez simple. Grand A, l'activité 1. De la page 186. Donc, ben, là, on a démontré que le son, c'était une onde. On peut retenir que le son, c'est une onde mécanique. Qu'il y a des sons purs et des sons complexes. Éventuellement, je vous redonnerai un document à la fin de ce chapitre pour faire le bilan. Je pense que l'on avait évoqué dans l'activité suivante, l'activité 2, la synthèse d'un son avec un logiciel que vous avez sur vos ordinateurs qui s'appelle Audacity. Alors, donc là, je pense que la dernière fois, on en est arrivé à ceci. Ça, c'est une partition de musique. Vous avez ici l'explication pour décoder cette partition. Et on a un complément, ici, pour comprendre ce qui est représenté. Ce sont des fréquences. On sait que on a des instruments à cordes. Voilà. Et quand on met en vibration cette corde, elle produit un son. Nous, la dernière fois, on avait mis en évidence on avait fait vibrer un diapason et on avait vu que c'était un son pur. Alors, on va s'intéresser à la partition qui est là. D'abord, donc, dans l'autre classe, on m'a expliqué comment lire ceci. Est-ce que quelqu'un sait à quoi correspond ce caractère qui est ici? Non? Donc ça, c'est une clé de sol. Elle va permettre de voir quelle va être la qualité du son qui sera produit, de la note qui sera produite, si elle sera grave ou aiguë. Donc personne ne sait lire ces partitions. Okay. Alors, est-ce que... Donc, j'ai la partition qui est ici, et là, j'ai la position des notes. Alors donc, ce que je peux voir, c'est que d'après la position qui est ici, je cherche dans ma référence, ça serait un... Ici, donc, on est là, ça serait un là. Et ici, comme là, j'ai la valeur 440. Ça tombe bien parce que ça, c'est le La de mon diapason. Mais comment, si je n'avais pas cette référence, je peux savoir que je dois jouer un La qui se trouve à la valeur 440 et pas celui qui est en dessous, à 222, et pas celui qui se trouve au-dessus, à 880. 220, ça serait quelque chose de beaucoup plus grave, et 880, ça serait beaucoup plus aigu. Comment je sais que c'est ici, d'après que c'est bien celui de la valeur 440? Non, il n'y a pas...
Alors, bon. Donc, normalement, je devrais savoir par la position qui se trouve ici que c'est la valeur 440. Mais la valeur 440, est-ce qu'elle est arbitraire, hein? Ben oui, elle est arbitraire. Donc, déjà, il a fallu que quelqu'un définisse que le diapason devait vibrer à la fréquence de 440 Hz. Maintenant, si je regarde les notes qui sont ici, il y en a combien? Là. Oui, il y en a 7. Et il y a combien de jours dans la semaine? Il y a combien de planètes? Non, il y en a 7. Enfin, pour les anciens, il y en avait 7. Donc, pardon? Oui, oui, non, mais là, où je veux en venir, pourquoi avoir choisi 7, 7 jours de la semaine? Voilà. Donc, si dans la Bible, il y a 7 jours, s'il y a 7 jours, on va apprendre aussi, de manière arbitraire, 7 notes. Alors, pourquoi dans les textes anciens, plusieurs siècles avant Jésus-Christ, c'était le nombre 7 qu'on avait? Est-ce que ça pourrait avoir un rapport avec la Lune? Parce qu'elle fait cette lunaison. Ah non, dans une année, il y a 12 ou 13 lunaisons. Mais combien dure une lunaison de jours? 7 jours. Un mois. Oui, c'est un mois. Voilà, ça. Alors, en prenant un mois, 32 jours, 3 fois 7, ça fait 21. Il y a peut-être un lien là-dedans avec le nombre de jours qu'on doit accorder à une semaine, enfin, qu'on doit accorder à un mois, en rapport avec le nombre de lunaisons. En réalité, là aussi, c'est bien quelque chose d'arbitraire, et c'est tellement arbitraire que les lettres qui sont écrites ici, les notes, hein, sont en français, parce que il n'y a rien avec un accent. Mais en réalité, ce sont les deux premières notes, enfin les deux premières lettres d'un chant qui était chanté lors de la messe, au moment du Moyen-Âge. On va prendre donc une chanson, et puis pour chaque ligne, on va prendre donc les deux premières notes du no. Est-ce qu'à l'époque que j'évoque, la partition existait, cette notion de mettre des notes comme ça sur des lignes ou des interlignes? Est-ce que ça date de l'invention de l'écriture? Donc l'invention de l'écriture, vous pouvez la situer vers quelle époque à peu près? Alors, mettons 2000 ans avant Jésus-Christ, peut-être que les hommes ont essayé d'inscrire des choses. Est-ce que c'était vraiment de l'écriture? Il faudrait qu'on approfondisse. Mais effectivement, certaines civilisations ont bien des gravures faites sur des rochers. Quant à d'autres, en Mésopotamie par exemple, là il y avait vraiment quelque chose qui était écrit, avec des caractères faits avec des morceaux de bois, sur des plaquettes d'argile. Et donc l'écriture existait bien depuis des temps relativement anciens, mettons 1000, 2000 ans avant Jésus-Christ. C'est pas incompatible. Par contre, cette notion de reporter ceci sur des lignes comme ça, c'est quelque chose de récent. Alors comment on sait que c'est récent? Tout simplement parce que si l'écriture existe depuis très longtemps, on n'a aucune partition des chants grecs, romains ou égyptiens pour les civilisations qui nous intéressent, et pour les autres civilisations, c'est pareil, il n'y a pas de trace de partition. Est-ce qu'on sait refaire les instruments anciens? Oui, parce qu'il y a des gravures, il y a des dessins, éventuellement on les a retrouvés. Est-ce qu'on peut trouver
des flûtes des hommes préhistoriques? Oui, elles ont été sculptées, travaillées dans quoi, d'après vous? Des os. Oui, des os, donc ça, on les a bien. On sait aussi comment ils faisaient de la musique avec des pierres. Donc il suffit de prendre un musicien et puis de faire sonner les pierres. Ça pose pas de problème. Mais par contre, on ne sait pas quels sont les morceaux qui étaient joués. Et donc, à l'époque qui nous intéresse, au Moyen-Âge, si les textes n'étaient pas, les chansons n'étaient pas mises sur des partitions, par contre, on savait les chanter. Et donc, il y avait un rythme, une intonation qui était répétée de génération en génération, sauf qu'à partir d'un moment, il a fallu les inscrire. Alors maintenant, où on va en venir avec Audacity. Audacity permet de générer un son d'une certaine fréquence. Donc, il va falloir dire au synthétiseur la note que l'on veut jouer. Mais il n'y a pas que ça. Il y a un autre problème ici qui est soulevé. Donc, est-ce que tu sais à quoi ça correspond, ceci? Peut-être au rythme, le Oui, battement par minute, est-ce que sûrement. ça correspond au rythme? Oui, également. Et ça aussi? Oui. Oui. Donc, effectivement, il y a bien un problème de savoir comment on va jouer ces notes. Tout compte. Sur cet instrument, comme on a dit qu'il suffisait de faire vibrer donc un diapason ou une corde, j'ai bien un son qui est produit. Donc si ça correspond à une note, avec Audacity, je pourrais savoir quelle est la note. Il me suffit d'un... avec un micro, si je le branche sur l'ordinateur que vous avez, on pourrait avoir la note. Sauf que comment enchaîner ces notes? J'ai pas l'information ici. Je sais que je dois faire les notes les unes après les autres dans l'ordre qui se trouve ici. On va les lire comme ceci. Mais par contre, j'ai pas le temps. Alors, le logiciel Audacity nous permet d'avoir le temps. Donc, si on regarde bien l'exercice qui est proposé, il faut identifier la note. Donc, on regarde, et on a dit tout à l'heure que c'était un La, suivi d'un La, suivi d'un autre La. Et puis ici, la note, c'est un Fa. Ici, j'ai une indication sur la durée. Après, j'ai apparemment un blanc. Et puis à nouveau, je retrouve une note. Et à nouveau, un problème de temps pour la propagation. Donc ici, il doit y avoir des questions de... Donc il y a un temps qui s'inscrit. Donc un soupir, c'est apparemment un silence. Et une croche, c'est quelque chose qui est 2 fois plus court qu'une note qui est notée en noir. Donc là, il y a bien aussi la notion de temps sur la partition qui apparaît. Donc ça, c'est un point. Maintenant, j'ai une information ici. Seconde BPM. Qu'est-ce que ça pourrait bien signifier? Battement par minute. Oui, des battements par minute. Alors, quel est l'appareil qui donne ce rythme de battements par minute? C'est pas quelque chose pour jouer de la musique, c'est quelque chose pour avoir le rythme, c'est-à-dire, je ne sais pas si c'est marqué, je cherche un terme, si, le tempo. Ah oui. Alors, comment avoir ce séquencement? Eh bien, quelque chose qui permet qu'on peut régler en fonction du tempo qu'on veut. Ah oui, un métronome. Oui, un métronome, voilà. Donc, il suffit de rythmer la séquence sur les cordes pour avoir ce rythme. Alors donc, ça c'est le travail que je vous avais demandé.
est-ce que vous avez essayé de reproduire cette partition avec Audacity? Alors, ça serait bien que vous le fassiez pour voir quand même que la région vous a fourni un ordinateur, vous a fourni un logiciel. Alors, il a beau être gratuit, mais qu'avec ce logiciel, vous pouvez faire plein de choses dans le domaine de la musique. Normalement, ça devrait vous intéresser, d'essayer de le faire. Alors, par contre, je vais je ne sais pas si c'est ça que je voulais ouvrir. Non, c'est pas ça. C'est ça. Donc, ce qu'on a vu la dernière fois, qu'avec ce logiciel Audacity, on pouvait enregistrer un son. On pouvait demander l'analyse spectrale. Je sais que le son qui est ici est un son pur. Il n'y a qu'un fondamental. Donc, c'est l'harmonique numéro 1. Si je regarde ce que j'ai obtenu ici, la note qui a été synthétisée ici ça n'a pas donc généré un son, mais le son qui est généré n'est pas un son qui correspond à une sinusoïde, ça correspond à un signal créneau. Et pour une fréquence donnée, vous voyez qu'avec un signal créneau, si j'envoie ceci sur un haut-parleur, donc c'est-à-dire mon synthétiseur, je vais avoir le fondamental et des harmoniques qui se succèdent. Et ça enrichit le son. Les harmoniques vont enrichir le son. Là, c'est un son sinusoïdal qui a été généré avec une fréquence bien particulière. Ici, c'est probablement le son, par exemple, du téléphone. Un son donc numérique. Et puis ici, c'est la partition qui est jouée. Bien entendu, il manque toutes les notes après. Et mon synthétiseur est relativement pauvre du fait que, vous voyez, chaque note comprend qu'un harmonique. Il y avait 3 notes. C'était un La, un La, un La. À chaque fois, il y a un blanc ici. C'est cet intervalle de temps pour bien séparer mes notes. Et puis, ici, l'analyse a été faite sur la note qui est ici. Et ça correspond à 300... Alors, je ne sais pas si c'est 54. Et on vous donne la fréquence dans à une référence, donc 4. C'est-à-dire que mon La4 ici, il n'est ni grave, ni aigu. Et ce Fa, donc, fait partie des 7 notes qui sont de la gamme qui est donnée. Est-ce que tu voudrais apporter des compléments? Non. Alors, donc moi, je vous avais mis sur mon bureau numérique les 4 fichiers que vous auriez dû écouter avec Audacity. Et puis, normalement, je vous ai mis l'activité 2, c'est-à-dire le son synthétisé avec Audacity. Je n'ai pas Audacity sur cet ordinateur, je l'ai sur celui qui est à côté. Mais par contre, est-ce que je peux l'écouter, ce son? Donc voyons voir s'il est reconnu. Alors, donc, déjà, l'électronique qui est sur l'ordinateur est capable de lire ce fichier. Et maintenant, donc vous avez vu qu'il y avait bien une succession de notes. On vous demandait d'identifier le morceau de musique. Et donc, pour certains, c'était quoi? Oui? Oui, voilà, tu l'avais dit la dernière fois. Mais il fallait que tout le monde l'ait écouté sur son propre ordinateur pour essayer de voir si déjà on était capable de le faire. Donc, ce fichier ici, vous avez 2 possibilités pour l'écouter. Soit avec un logiciel donc dédié à l'audio d'un ordinateur, mais nous, ce qui nous intéressait, c'était d'utiliser Audacity. Donc,
Si vous n'avez pas de questions, ben, je vous invite quand même à refaire l'activité ici. Et puis on va pouvoir passer à l'activité 3. Alors, l'activité 3 va essayer on va essayer de comprendre comment sont construits, ont été pensés ces instruments à cordes. On sait déjà qu'il y a une caisse de résonance ici, que l'on a des cordes, et j'ai ici quelque chose qui est dédié à l'utilisation de ces cordes. Il faut qu'elles soient tendues, donc apparemment c'est bien le cas. Si vous avez des doutes, il y a une masse ici. Donc apparemment peut-être pas suffisamment tendue pour obtenir un son, mais par contre celles-ci, elles le sont. Alors qu'est-ce que j'ai? J'ai une règle ici, apparemment, qui fait 1 mètre. Donc entre le point qui se trouve ici et le point qui est là, j'ai exactement 1 mètre. Si je prends la totalité de la corde, j'obtiens ce son. Si je prends la moitié de cette corde, j'obtiens un son qui est différent. Si je me mets à 25 cm, alors que peut-on dire entre le son qui se trouve ici et le son qui est là? Plus aigu. Oui, voilà. Plus la corde est courte, plus c'est aigu. Maintenant, le problème est de savoir si c'est la même note. Pour savoir si c'est la même note, j'ai qu'à prendre Audacity. Et puis, avec l'analyse spectrale, essayer de vérifier. En réalité, l'exercice ici c'est pas celui-là. On a différentes longueurs de cordes. Et avec un logiciel qui analyse les fréquences, est-ce que vous pouvez avoir ce logiciel sur vos téléphones? Oui, il y a des analyses spectrales, des applications d'analyse spectrale qui sont proposées. Alors, l'activité ici a pour but de trouver le modèle mathématique, modélisation Alors, on voudrait trouver le modèle mathématique liant la fréquence d'un son produit par une corde alors, qu'est-ce qui lui arrive à cette corde? Elle vibre. Vibrante en fonction de sa longueur. Alors, en fin de compte, ce qu'on veut, c'est avoir un graphe. Un graphe, c'est 2 axes perpendiculaires. Sur l'axe des X, des abscisses, on va mettre la longueur. Et puis, sur l'axe des ordonnées, Y, on va mettre la fréquence. Et moi, ce que je voudrais savoir, c'est comment se répartissent les points qui sont ici. Alors, pour ça, si c'était un devoir, je vous donnerais du papier millimétré. Il faudrait reporter les points. Et puis après, trouver le modèle mathématique. Alors, ici, je ne vais pas travailler avec du papier millimétré, je vais utiliser directement
un tableur, un grapheur. Sur vos ordinateurs, hein, vous avez Excel qui pourrait faire la même chose. Donc, rentrez les valeurs et puis cherchez le modèle. Alors, moi, je n'ai pas utilisé Excel, j'utilise le logiciel qu'on a en physique. Là, j'ai bien la longueur, là, j'ai la fréquence. Maintenant, il faut que je reporte les points. Quand c'est un travail que vous faites sur papier millimétré, c'est fastidieux parce qu'il faut trouver l'échelle. Théoriquement, le logiciel, lui, devrait trouver. Je veux la fréquence en fonction de la longueur. Et voilà les points qui sont reportés. Alors, comment je vais modéliser ceci? Est-ce que je vais dire qu'ils sont alignés, comme ceci en traçant une droite? Apparemment, j'ai peut-être placé cette droite bleue un peu trop haut. Donc, c'est par tâtonnement que je vais le faire. Ou est-ce que c'est plutôt quelque chose qui a cette allure, hein? Mais si c'est cette allure qui ondule, vous voyez que j'essaie de faire des vagues, j'essaie de redessiner une sinusoïde. Est-ce que c'est la bonne chose? Ben, après avoir recommencé X fois, je pense qu'il serait plus judicieux d'utiliser la compétence des ordinateurs, c'est-à-dire leur rapidité de calcul. Et pour ça, il y a quand même une aide dans l'ouvrage. Là, à la page donc 188, je vérifie que c'est bien cette page. Oui. On me dit d'essayer comme modèle F égale AL, c'est-à-dire la proportionnalité, tout bonnement. Est-ce qu'il y a proportionnalité? Non, apparemment, l'ordinateur qui a envisagé toutes les possibilités, alors que moi j'en avais essayé une seule, me dit que il n'y a pas proportionnalité. Alors, mais ça reste quand même linéaire, donc c'est une éventualité. Si c'est cette éventualité qui est ici, il l'a tracée plus bas que moi. Donc ça pourrait être ça. Mais dans votre livre, on vous dit, c'est bien d'essayer ces deux possibilités, mais il y en a une troisième. Alors, j'essaye la troisième. La troisième, c'est F serait égal à A, une constante, que divise L. Et ça, pour un mathématicien, ça s'appelle hyperbolique. Alors, moi, je n'ai pas marqué hyperbolique, mais j'ai par contre inverse. Alors, je teste inverse. Le logiciel n'en veut pas. Donc, au-dessus, j'ai inverse, mais pas de décalage. Alors donc, est-ce que ça serait ça? Apparemment, il trouve un modèle mathématique qui semble satisfaisant avec un taux. Alors, reste à savoir ce que signifient les lettres qui sont ici. Il suffirait d'aller sur un moteur de recherche pour savoir la valeur. Mais j'ai 350. J'ai une autre possibilité, d'après le livre, quatrième possibilité. On me dit que le modèle, ça serait de la forme A fois la longueur au carré, plus une autre constante B que multiplie L, plus C. Et ça, les mathématiciens appellent ça parabolique. Alors moi, je n'ai pas de justification ici parabolique. Je ne vois pas des paraboles ici, le mot parabolique. Mais par contre, ce que j'ai quelque chose de la forme. Alors, AX au carré, donc L au carré, plus BL, plus C, donc ça serait quadratique. Je regarde le résultat. Tout à l'heure, j'avais 0,350. Ici, j'ai 0,382. Alors, est-ce que mon indice de réussite doit être plus proche de 1 ou de 0? Apparemment, si j'ouvre un livre de physique, la bonne réponse est le modèle qu'on a obtenu est de la forme
que la fréquence f est une fonction de A sur L. Donc ce n'est pas le modèle mathématique qui est ici, mais c'est A sur L. Est-ce que vous avez des questions sur cette notion de modélisation? Donc, est-ce que dans la vie courante, on fait des modèles? Est-ce que pour le Covid, on a fait des modèles de propagation de l'épidémie? Oui, et donc c'est le rôle des mathématiciens, avec l'aide des outils informatiques, de modéliser les phénomènes et donc de prévoir. Donc ici, je n'ai que cette valeur, mais si je voulais connaître pour la fréquence qui est ici, qui correspond forcément à une note, ici c'est une note de musique, donc quelle serait la longueur de la corde? Je pourrais utiliser ce graphe. Des questions? Alors, je reviens à ma guitare. Et ça, c'est l'activité suivante que vous chercherez pour la prochaine fois. C'est ce que je marquerai pour... Il y a quand même quelque chose qui m'embête, c'est que j'ai dit que la note était fonction de la longueur, mais ici, ma longueur, elle est fixe. Ma corde, elle est retenue ici, elle est retenue ici. Donc, si je regarde bien, avec une guitare, on peut jouer que 6 notes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il manque une corde. Comment va-t-on faire pour pouvoir jouer plusieurs notes en dehors des 6 qui sont imposées par la longueur des cordes? On les... J'ai pas compris. On les... Je connais pas le mot, ça veut dire quoi? Ah non, on va pas désaccorder à chaque fois. Non, elles sont déjà tendues, mes cordes. Voilà, on les pince. En les pinçant, oui. Alors, l'autre terme que tu dis, c'est? En les pinçant. Oui, en les pinçant. Donc, ça va être l'objet de l'activité 4. Donc, pendant ces vacances, vous réfléchissez à ce problème-là. C'est ce que je vais noter sur Pronote. Et puis, bonnes vacances, parce que certains, je ne les verrai pas. Au revoir. Au revoir. Au revoir. On les pense pas. Pourquoi tu as dit un autre terme? On les pense.